Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Ruyssen. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour un épisode où l'on va s'intéresser à une des plus vieilles institutions de la Belgique, le Sénat, qui pourrait disparaître dans les mois qui viennent. Le gouvernement fédéral, en tout cas, s'est accordé sur sa suppression, mais au fond, il servait à quoi jusqu'ici ce Sénat? Pourquoi de nombreux pays ont-ils un Sénat ou en tout cas un système bicaméral, avec donc 2 chambres? Quelles conséquences pour la Belgique de ne plus avoir qu'une seule assemblée fédérale peut-être demain? N'y a-t-il pas autre chose à construire pour réenchanter la démocratie? C'est tout cela qu'on va prendre le temps d'explorer, en commençant par aller à la rencontre de quelques citoyennes et citoyens en compagnie de Sarah Pousset. La première, les clés. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous déranger une minute? Je suis journaliste pour la RTBF. Qu'est-ce que le Sénat et quel est son rôle? Ce sont les 2 questions que j'ai été posées à plusieurs promeneurs du parc Josaphat à Schaerbeek. 2 questions qui, en réalité, ne sont pas si faciles que ça. Le Sénat. Non, aucune idée. Le Sénat, ce sont des sénateurs et ils s'occupent de gérer les lois. Je sais qu'il faudrait l'abolir, c'est tout. Mais quel est son rôle, je l'ignore. Le rôle du Sénat, mais ça a déjà changé il y a quelques années, je pense. Le Sénat, c'est la deuxième assemblée où les lois doivent être présentées avant d'être définitivement votées. Il me semble qu'il a joué un rôle plus de sages, comme ça, comité de sages. Le rôle du Sénat a effectivement évolué au fil des réformes de l'État jusqu'à ce qu'aujourd'hui on parle de sa suppression, une idée qui récolte des avis partagés parmi les Bruxellois. Je ne savais pas exactement à quoi il sert, mais je présume qu'en le supprimant, ça risque d'affaiblir un peu plus la démocratie. C'est la diversité des institutions, des contre-pouvoirs. Donc là, ils veulent supprimer le Sénat, je ne sais pas, parce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, aucune idée. C'est vrai que je ne sais pas vraiment ce que le Sénat a réussi à faire d'intéressant ces dernières années, quoi. Il y a quand même pas mal de ministres, de députés, oui. Mais je pense qu'il faudra un petit peu supprimer les catégories hiérarchiques inutiles dans le pays. Nous avons suffisamment de députés d'autres départements que le Sénat. Le Sénat devra disparaître, c'est beaucoup trop cher, il faut s'en débarrasser. Ça allait faire des économies puisqu'il y aura 50 sénateurs en moins, donc bon. Sauf si on va les replacer dans d'autres institutions où ils vont toucher encore plus qu'au Sénat. Ça m'a surpris effectivement, je me suis dit tiens, pourquoi Est-ce qu'ils ne faisaient pas leur boulot convenablement ou qu'est-ce qui se passe Est-ce que le bénéfice qu'on fait en le supprimant est égal aux pertes de droits dans un certain sens que nous on a? Parce qu'on peut élire les sénateurs et tout ça. Et donc, Pourquoi est-ce qu'on a tellement réduit leurs compétences? Bon, ça c'est une question qui reste ouverte à laquelle je n'ai pas entendu de réponse, quoi. Moi, je vous dérange, je suis journaliste pour la RTBF. Ça, c'est une question à laquelle on va tenter de répondre dans l'émission. Mais avant, encore une toute dernière proposition. Et si on remplaçait le Sénat par une autre forme d'assemblée? C'est pas seulement le Sénat, mais c'est carrément toutes les institutions qui devraient fonctionner autrement. Et moi, je serais favorable à une élection directe de citoyens. C'est plutôt de ce côté-là qu'il faut chercher des nouvelles solutions politiques, pas seulement pour le Sénat, mais carrément pour la vie politique en Belgique et ailleurs, je pense. Voilà, beaucoup d'éléments déjà à creuser au départ de cette prise de température chez des citoyennes et citoyens bruxellois à propos de ce Sénat. Bonjour Anne-Emmanuelle Bourgault. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'UMONS. Alors je pense que
Au vu des réponses qu'on vient d'entendre, il y a lieu d'abord de repartir un petit peu des bases. Il y a quelques citoyens qui auraient été pétés dans un cours sur les institutions de la Belgique. On va peut-être faire d'abord un tout petit peu d'histoire avec vous. Pourquoi est-ce qu'au début de la Belgique, en 1831, on a décidé de doter notre pays d'une chambre, mais aussi d'un Sénat, de ces deux assemblées? Pourquoi est-ce qu'il en fallait deux et pourquoi est-ce qu'il fallait un Sénat? En fait, il y a une raison affirmée et une raison cachée. Donc la raison qui est affirmée, et les discussions sur la seconde chambre sont vraiment pas passionnantes, comme d'ailleurs toutes les discussions du Congrès national, c'est la volonté de tempérer la chambre, donc de contrebalancer le pouvoir de la chambre. C'est dit tel quel, si on n'a qu'une chambre, elle va être impétueuse, fougueuse, il faut le pouvoir sénatorial pour la modérer. Ça, c'est la raison affichée. La raison plus cachée, mais qui au fil du temps, c'est vraiment passionnant, se dévoile, c'est que on est au début du 19e siècle et la jeunesse, parce qu'ils sont très jeunes, les congressistes, il faut le rappeler, les libéraux montants ont très peur que si on ne fait pas deux chambres, l'aristocratie, qui est encore bien là, les bons vieux propriétaires terriens aristocrates, monopolisent la chambre. Et donc, l'idée est aussi que si on canalise la noblesse dans le Sénat, eh bien, ça laissera la place à la bourgeoisie montante au sein de la chambre. Il y a peut-être une troisième raison, d'ailleurs, c'est rassurer les grandes puissances. On ne dit pas assez combien on a fait beaucoup de choses, notamment la monarchie en Belgique, pour rassurer les grandes puissances, parce que pendant que les congressistes faisaient leur œuvre constitutionnelle, les grandes puissances scrutaient. On n'était pas certain que nous qui avions été occupés depuis toujours par les grandes puissances, que celle-ci allait accepter, et donc il fallait leur donner des gages. Or, le souvenir de la terreur et de l'Assemblée en France et de ses excès faisait terriblement peur. Installer un Sénat bien pondéré, plus âgé et plus censitaire, c'était de nature à donner des garanties aux grandes puissances. Donc tout ça, c'est ce qu'on découvre quand on va revoir les travaux du Congrès qui a mis en place les institutions de la Belgique. Et c'est vrai que quand on regarde justement ce premier Sénat et la façon dont on désigne à l'époque les sénateurs et de l'autre côté comment on désigne les députés à la Chambre, il y a des vraies différences. À la Chambre, on désigne des députés sur base effectivement d'un suffrage censitaire. Mais au Sénat, en plus, il faut payer un impôt, et un impôt très élevé, pour pouvoir siéger, ce qui réserve de facto les sièges de sénateurs à des personnes qui sont déjà plus riches au départ. Puis il y a le fait que quand on est élu sénateur, on est élu pour 8 ans, alors que quand on est élu député dans cette première configuration de notre Assemblée, on n'est élu que pour 4 ans. Quand on est député, on peut l'être à 25 ans. Quand on est sénateur, il faut attendre 40 ans. Donc tout est fait pour quand même composer ces deux chambres différemment. Il y a l'idée d'avoir deux représentation, en quelque sorte, dans une Belgique où on ne parle pas encore du tout non plus du suffrage universel à l'époque, il faut bien le rappeler. Vous avez tout à fait raison. Et en plus, ce rôle, ça c'est vrai, il y a des racines aristocratiques ou élitistes encore plus profondes du côté du Sénat, parce que ça va se marquer par la suite quand, à partir du moment où le suffrage universel progresse peu à peu et tardivement, il faut le rappeler, fin 19e siècle, d'abord le suffrage pleural, et puis 1919-21, le suffrage universel masculin, donc pas universel. Mais à ce moment-là, on va créer peu à peu des catégories d'éligibles. Donc vont apparaître les sénateurs provinciaux, les sénateurs cooptés, et ça dans la conscience qu'on n'a d'ailleurs plus du tout actuellement, qu'en fait, quand vous faites une double élection, le caractère sélectif augmente. Et c'est d'ailleurs dit comme tel, l'élection à 2 degrés, c'est de la sélection. Ou encore, pendant les travaux constitutionnels du début du XXe siècle, quelqu'un dit « il faut un correctif au suffrage universel pour plaider en faveur de la cooptation ». Donc c'est vrai que le Sénat, c'est aussi l'histoire de la démocratie belge, et qu'on a cherché à en faire une chambre plus élitiste et plus aristocratique. Mais ça vaut, je dirais, jusqu'à avant la Seconde Guerre mondiale. Oui, on voit que dans les débuts de la Belgique, mais c'est vrai aussi dans d'autres démocraties, on y va mollo sur la démocratie, si je puis dire. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça qui sont, comme vous dites, des espèces de correctifs où on veut s'assurer, au niveau surtout de la bourgeoisie ou de l'aristocratie, qu'on garde quand même un peu la main et qu'on ne lâche pas complètement le pouvoir au peuple. Il y a toute une série de mécanismes qui sont mis en place pour ça, notamment dans la façon dont on organise le suffrage. Et le Sénat, plus que la Chambre, incarne cet élément de contrôle qu'une élite veut garder, en fait. Exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, on le sent au moment des travaux sur le suffrage universel au début du XXe siècle. Le Sénat va incarner une forme de forteresse. Je relisais justement en attendant certains de ces débats, parce qu'avec le jeu de ce droit d'éligibilité censitaire, comme vous venez de le rappeler, eh bien, ça
ça cadenassait l'entrée sur le Sénat, et notamment les sénateurs POB du Parti ouvrier belge ne parvenaient pas ou très peu à accéder au Sénat. Et plus généralement, je vais vous dire, ça je pense que c'est pas tout à fait passé, ça s'est plutôt déplacé. Les craintes par rapport aux avancées de la démocratie se sont exprimées à chaque stade de l'avancée de la démocratie en Belgique, et ça a valu à chaque stade du suffrage universel, que ce soit au départ plural et puis que masculin et puis féminin. Désormais, ces craintes, ces résistances, parce qu'on a vraiment une marque de fabrique là-dessus en Belgique pour résister aux avancées de la démocratie, eh bien, elles se nouent et elles se jouent sur l'avancée de la démocratie participative. Et ça, la possible avancée vers la démocratie participative, on va y revenir un petit peu plus loin dans ce podcast. Mais prenons le temps de déjà récapituler un peu ce qu'on a pu dire jusqu'ici. Le Sénat est pensé au départ pour permettre à une élite de garder en bonne partie le pouvoir. Avec une spécificité amusante tout de même, les jeunes libéraux qui participent à la construction de la démocratie belge se disent que si on ne veut pas que la Chambre soit dominée par l'aristocratie, il faut un Sénat dans lequel on va pouvoir en quelque sorte canaliser cette vieille aristocratie afin de laisser le champ plus libre aux jeunes bourgeois libéraux à la Chambre. Ça, c'est pour l'origine. Au fil du temps, on va aller en Belgique vers le suffrage réellement universel et on va aussi faire évoluer les modes de désignation des sénateurs. Il y aura des sénateurs directement élus, des sénateurs élus par les conseils provinciaux, des sénateurs cooptés. Le Sénat devient progressivement plus démocratique, mais avec quand même des logiques de désignation indirecte qui visent, là encore, à garder un certain contrôle a posteriori sur le vote des électeurs. Et puis, arrive 1993 quand la Belgique devient un État fédéral. Et là, on va revoir le Sénat de fond en comble et tenter d'en faire une assemblée de dialogue entre les entités fédérées. En tout cas, c'était l'intention, comme nous l'explique encore Anne-Emmanuelle Bourgault. La construction du fédéralisme implique qu'on se pose la question du rôle du Sénat, parce que dans les autres États fédéraux, on utilise beaucoup, d'ailleurs on en entend beaucoup parler, le Sénat américain par exemple, même chose en Allemagne, enfin dans tous les États fédéraux, l'autre chambre est amenée à représenter les intérêts des entités fédérées. Et du coup, 1993, ce qu'on a appelé la réforme de la Saint-Michel, qui est vraiment une réforme décisive parce qu'elle octroie beaucoup de compétences et encore plus de compétences aux entités fédérées, c'est l'occasion. Et à ce moment-là, il y a quand même, si vous voulez, un plan, si je puis dire, parce que on vient d'un système, donc pour bien comprendre, où toutes les lois étaient adoptées à part égale par la Chambre et le Sénat. Donc ça veut dire que toute loi qui existait avant 1993 en Belgique, ça on est sûr, elle a été approuvée par la Chambre et par le Sénat. Alors vous allez me dire, en cas de conflit, qu'est-ce qui se passait ? C'est une des choses qu'on a invoquées pour changer le système, c'est qu'il y avait le système de navette. Il fallait que la Chambre et le Sénat se mettent d'accord. Et donc en 1993, en fait, deux objectifs sont poursuivis. D'une part, ce qu'on appelle rationaliser la procédure législative parce que ce système de double navette est considéré comme trop lourd. Et d'autre part, on a aussi cette ambition d'en faire quelque chose, plus une chambre d'un État fédéral. Et par ailleurs, en 1993, ce qu'on fait, c'est qu'on recentre. Donc, alors qu'avant, la règle, c'était que toute loi devait être adoptée à part égale par la Chambre et le Sénat, là, à ce moment-là, la règle devient ce qu'on appelle le bicaméralisme optionnel. Et dans le bicaméralisme optionnel, le Sénat ne perd pas tout pouvoir, mais par contre, ce n'est que s'il demande à être consulté. Et en plus, par ailleurs, en situation d'infériorité avec la Chambre, qu'il le sera encore. Alors vous allez me dire, c'est déjà le début de la dégringolade. Oui, c'est vrai, sauf que à ce moment-là, ce qu'on appelle alors désormais le bicaméralisme parfait, c'est-à-dire les lois sur lesquelles encore la Chambre et le Sénat sont sur pied d'égalité, eh bien ces matières sont encore très importantes. Et donc ça donne un rôle au Sénat, parce que c'est les matières institutionnelles, pour penser justement la Belgique de manière institutionnelle, c'est les relations internationales. Or là, il y a un vrai enjeu, c'est un regard national sur les relations internationales. Et par ailleurs aussi, en matière de justice, ça veut dire qu'il y a de quoi
se démarquer par rapport à la Chambre. Donc, ce que vous nous dites là, c'est que en 1993, on fait une réforme assez logique du Sénat, où on essaye d'en faire une chambre qui va être un peu la chambre de notre fédéralisme, là où la Chambre des députés, là on reste sur une élection directe qui représente l'ensemble de la société belge. L'autre assemblée va mieux représenter les entités fédérées. On va repenser un petit peu les rôles, il n'y aura plus d'avis à donner sur toutes les lois, mais quand même le Sénat garde la main sur des éléments importants. Par contre, quand on arrive à la 6e réforme de l'État, là, on va vider, vous le direz comme ça, vider le Sénat de sa substance et on va le rendre quelque part un peu illisible aussi dans son rôle dans notre système institutionnel. Écoutez, vraiment, la 6e réforme de l'État pour le Sénat, c'est vraiment le début de la fin. C'est les soins palliatifs, si je puis dire, parce que non seulement la règle devient que la loi désormais, c'est la Chambre toute seule, ce qui montre qu'en fait, maintenant, voilà, le Sénat est devenu vraiment une pièce accessoire, mais en plus, on limite très fortement les matières bicamérales parfaites, notamment on enlève les matières internationales et on enlève les matières liées à la justice. Et alors, quant à ce bicaméralisme optionnel, écoutez, je ne vais même pas essayer de vous l'expliquer et de l'expliquer à vos auditeurs, parce que franchement, on a fait ça de manière, c'est une vraie boucherie. Mais en plus, et on a oublié ça, parce que vous savez, une assemblée, c'est à la fois la mission législative, mais c'est aussi le contrôle politique. Et ça, le contrôle politique, on l'avait déjà enlevé en 1993. Donc, si vous voulez, il n'y a que la mission législative qui est réduite à une peau de chagrin. On n'a déjà plus le contrôle politique. On enlève l'enquête parlementaire, alors même que le Sénat s'est illustré. Et ça, grâce au fait que le Sénat, en effet, est un peu à côté, à part, plus feutré, moins sous les caméras, moins sous les projecteurs. Et donc, on constate vraiment qu'il y avait une manière de faire, une manière de délibérer, une manière de discuter, et c'est de nouveau d'actualité à mon avis, moins brutale, moins spectaculaire, moins sensationnaliste. Et donc dans des commissions d'enquête parlementaires, je pense notamment au Rwanda ou la situation dans les Grands Lacs, vraiment le Sénat s'était illustré, et ça on l'enlève aussi. Et pour couronner le tout, on supprime, enfin pas on supprime, on limite très fortement le pouvoir d'initiative. Ça veut dire que même si les sénateurs ont des bonnes idées, en fait de toute façon ils ne peuvent pas les proposer. Donc en fait, qu'on soit pour ou contre le Sénat, il y a quelque chose en fait vraiment de choquant. C'est que, et tous, et pour une fois, vous savez, comme les constitutionnalistes sont rarement d'accord, on était tous d'accord là-dessus, c'est qu'on a vraiment gâché le Sénat. Dire maintenant qu'en fait le Sénat ne fonctionne pas pour invoquer l'urgence de sa disparition, c'est malhonnête intellectuellement, parce qu'on a tout mis en place lors de la 6e réforme de l'État pour que ça ne fonctionne pas. Donc, quelque part, le fait qu'aujourd'hui on parle de le supprimer vraiment, ce Sénat, de sa mort complète, c'est déjà organisé quelque part par la 6e réforme de l'État, parce qu'elle le vide tellement de sa substance qu'on ne pouvait plus aller que vers le constat d'une forme de mort clinique et de dire, bon alors la mort tout court de ce Sénat. Absolument, et ça de toute façon, même quand, vous savez, c'est compliqué pour les sénateurs, parce que s'il s'agit de matière constitutionnelle, donc bicamérale parfaite, donc le Sénat doit aussi voter ces réformes. Et quand vous lisez les interventions des sénateurs eux-mêmes au moment de la réforme de l'État, en fait, ils savent, en fait, ils sont conscients qu'ils sont en train de se faire harakiri. Alors, loin de moi l'idée de dire, ça n'irait pas non plus que les sénateurs, vous voyez, s'accrochent à des privilèges et des prérogatives, ça bien sûr. Et donc, c'est tout à leur honneur qu'ils soient capables de mettre une distance par rapport à leur intérêt particulier et immédiat. Mais dans le même temps, c'est aussi important qu'eux puissent avoir la marge de manœuvre de dire, écoutez, là, on est en train de créer un Sénat qui ne va pas fonctionner. Et donc, évidemment, et ça, c'est très à l'image de la Belgique, c'est qu'entre des partis néerlandophones largement acquis à l'idée de la suppression du Sénat et des partis francophones à l'époque largement acquis à son maintien, le compromis s'est fait sur cette espèce de, pardonnez-moi l'expression, de brol, du maintien d'un Sénat comme une peau de chagrin. Mais donc, de fait, on a planté à la 6e réforme de l'État les graines, excusez-moi, c'est un peu fort comme image, mais de sa pourriture. La 6e réforme de l'État, elle est adoptée, pour rappel, en 2014, donc il y a une dizaine d'années, et puis 10 ans plus tard, on en vient à constater finalement qu'on pourrait faire sans ce Sénat. Votre avis là-dessus, alors, Anne-Emmanuelle Bourgault, est-ce qu'on peut faire sans Sénat? Est-ce que dans les démocraties actuelles, et on peut rappeler que dans la plupart des autres démocraties, on garde ce système bicaméral, en particulier dans les États fédéraux,
Qu'est-ce que ça change pour la Belgique si demain, on n'a plus qu'une seule chambre au niveau fédéral, hein? On rappelle qu'on a d'autres parlements évidemment dans les entités fédérées, mais qu'on n'a plus qu'une seule chambre. Qu'est-ce qu'on perd à ne plus avoir un système bicaméral, à votre avis? En fait, on perd beaucoup d'occasions. Je dis souvent qu'en fait, je trouve que le dossier du Sénat est à l'image de la Belgique et des failles de la Belgique. Donc la première chose qu'on perdrait, c'est d'en faire une assemblée citoyenne. Parce que, vous savez, c'est vraiment triste. On commence à être connu sur la scène internationale pour notre savoir-faire en matière de démocratie participative grâce aux entités fédérées, il faut bien reconnaître, du sud du pays, du centre du pays, Bruxelles, la communauté germanophone, maintenant le Parlement de Wallonie. On est invité à l'étranger pour ça. Et dans notre propre pays, on n'est pas capable de valoriser ce know-how. Or, il y a tout à fait moyen. C'est d'autant plus vrai que le Sénat lui-même a voté, enfin d'ailleurs, une loi en 2024, juste avant les élections, pour instituer des commissions mixtes ou des commissions citoyennes en son sein. Donc ça veut dire que si on supprime purement et simplement le Sénat, alors même qu'on a sous la main des outils pour en faire une chambre citoyenne, c'est un véritable gâchis. Deuxième chose que l'on perd, c'est que, ça j'en parle depuis longtemps, il y a un problème en Belgique d'exécutivisation, c'est-à-dire que le gouvernement, et singulièrement la majorité, prend de plus en plus de place. Je suis désolée, mais si on supprime le Sénat, c'est quand même affaiblir le Parlement, et dans un contexte d'exécutivisation de l'État, ce n'est pas une bonne idée. Troisième chose, c'est ce fameux fédéralisme. Il ne faut pas se pencher très bas pour trouver de nombreux dossiers qui impliquent, parce que le fédéralisme belge est, il faut le rappeler, le plus compliqué du monde, qui sont bloqués juste par manque de concertation et de coopération entre les entités. Il y en a, mais à l'appel. Et donc, c'est singulièrement paradoxal de supprimer le Sénat, qui est l'entité dans laquelle on pourrait se parler entre entités, faire mieux fonctionner le fédéralisme, alors que par ailleurs, on ne constate pas que ce fédéralisme fonctionne mieux. Et plus exactement, ça rejoint le deuxième point que je viens de souligner, parce qu'en fait, et ça c'est dit dans l'accord de gouvernement, parce qu'il faut que les gens se parlent, au profit de quoi on va supprimer le Sénat? Au profit de ce fameux comité de concertation qui réunit, alors là, non pas les parlementaires des entités fédérées, mais les exécutifs, comité de concertation dont on a pu constater à l'occasion de la gestion Covid qu'il était l'institution la plus opaque et la moins transparente de la Belgique. Ça veut dire encore une fois que c'est une occasion manquée. Et dernière chose peut-être, parce que c'est moins sous les projecteurs, mais c'est tellement important, le Sénat avait un réel savoir-faire en matière de contrôle des relations internationales. Et si vous voulez, les relations internationales, c'est loin de nous. Et c'est vrai, on le sent comme elles nous échappent. Et ça, il y a des raisons à ça, en fait. Rationnellement, c'est parce qu'il faut que le contrôle des parlements nationaux des relations internationales soient plus forts. C'est très important qu'il y ait un regard en fait, des parlementaires sur les affaires européennes, sur, par exemple, est-ce qu'on fait la guerre ou non. Et ça, de nouveau, le Sénat était dédié à cela à partir de 1993. Il l'a bien fait. Et désormais, on suppose, mais c'est pas très clair, que c'est la Chambre qui va le faire. Mais la Chambre, elle a beaucoup d'autres choses à faire et donc ça risque de passer à la trappe aussi. Donc, si je résume ce que vous nous dites, Anne-Emmanuelle Bourgault, le problème, c'est qu'on va perdre en matière de pouvoir législatif au profit du pouvoir exécutif. On va perdre dans le contrôle des matières internationales. C'est important aussi à pointer. On perd un endroit où on aurait pu faire mieux fonctionner notre fédéralisme qui souvent dysfonctionne. Et puis, vous l'avez dit, on perd peut-être l'occasion de faire de ce Sénat une chambre citoyenne. Alors justement là-dessus, j'ai rencontré ce matin David Van Reybrouck. On sait que c'est quelqu'un qui, en Belgique, porte beaucoup les innovations démocratiques. Notamment, il l'avait fait avec le G1000. Et je lui ai demandé ce qu'il aurait imaginé, lui, pouvoir faire du Sénat si on avait voulu aller en direction d'une chambre citoyenne. Écoutez David Van Reybrouck. Ce sont surtout des diplômés universitaires, surtout ceux qui ont fait le droit, qui doivent représenter la totalité de la Belgique. Ils ont peut-être les savoirs, oui, mais ils n'ont pas forcément le vécu. Et je pense qu'il faut combiner les deux. Et d'ailleurs, ça fonctionne déjà admirablement bien en Belgique germanophone, où c'est devenu le premier endroit au monde où, à côté du Parlement élu, on a un deuxième Parlement tiré au sort, qui est là en permanent. Et ça permet un certain équilibre. Et comment est-ce qu'on composerait une telle assemblée? Bon, évidemment, ce serait à débattre, mais vous imaginez combien de représentants citoyens, désignés comment et pour combien de temps? Ça se présenterait globalement comment? Je pense dans une chambre citoyenne, je mettrais 100 personnes, à côté de 150 élus qui sont dans l'autre salle de réunion. Et les 100, je les tirerai au sort sur la totalité de la population adulte de la Belgique, à partir de 16 ans par exemple. C'est le système qui fonctionne en Belgique germanophone. Et pour en avoir 100, parce qu'il s'agit d'un engagement sérieux,
un mandat durerait peut-être jusqu'à 24 mois. Il faut quand même se libérer quelques jours par mois. Il va falloir inviter beaucoup de gens. Peut-être on va envoyer 10 000 lettres à un échantillon représentatif de la Belgique. Ça veut dire 10 000 adresses tirées au sort sur le registre national. Et là, tu vas peut-être recevoir 500 réponses positives, c'est très bien, mais ça va être un peu biaisé dans le sens où il y aura peut-être plus d'hommes que de femmes, plus d'hommes avec un diplôme universitaire qui sont déjà intéressés par la politique. Et donc sur les 500, il va falloir un deuxième tirage au sort, c'est déjà le modèle classique, c'est ainsi que ça fonctionne en Belgique germanophone aussi. Donc un deuxième tirage au sort pour rééquilibrer, pour avoir la parité au niveau de l'âge, au niveau du genre, au niveau de province et au niveau d'enseignement que les gens ont eu. Et ainsi, on arrive à créer un échantillon assez représentatif de toute la Belgique. Voilà pour l'idée donc de David Van Reybrouck. On connaît ces modèles d'assemblée citoyenne, mais là c'est l'idée d'en faire une qui serait permanente, avec des citoyens qui siégeraient au long cours, mais qui seraient régulièrement renouvelés donc par tirage au sort. Ça vous semble une piste intéressante en tant que professeur de droit constitutionnel pour l'avenir institutionnel de notre pays? Absolument, c'est non seulement une piste intéressante, mais je pense que c'est vraiment la très bonne idée. Et la démocratie participative, elle doit intervenir d'ailleurs à deux niveaux. Il faut consulter par démocratie participative les citoyens sur ce qu'on veut faire du Sénat. Et je pense que le modèle participatif serait vraiment une piste. Encore une fois, on est connu, on s'exporte, même les Français nous invitent, c'est vous dire, pour connaître notre savoir-faire en matière de démocratie participative. Ce serait vraiment dommage de s'en priver. Ce n'est pas, je suis désolée de le dire, quelques présidents de partis enfermés dans une caserne qui ont à décider de l'avenir d'une institution parlementaire qui est aussi vieille que la Belgique. Et là-dessus, encore une fois, je pense qu'on sous-estime l'image qu'on va donner à l'international et à l'extérieur, parce que supprimer une assemblée parlementaire par décision de quelques-uns, même si c'est des présidents de partis, eh bien, ça ne donne pas du tout une bonne image de la démocratie belge. Et là, il est important de rappeler que le gouvernement seul ne peut pas décider de la suppression du Sénat. Cela doit passer par un vote avec une majorité des 2/3 dans chacune des deux chambres, donc à la Chambre des représentants, mais aussi au Sénat, qui doit se faire en quelque sorte harakiri. Or, le gouvernement fédéral ne repose pas sur une majorité des 2/3. Il faudra donc voir s'il trouve les soutiens nécessaires dans les rangs de l'opposition, surtout s'il veut faire passer cette suppression du Sénat sans compter sur les voix du Vlaams-Belang. Voilà, c'était Les Clés en compagnie d'Anne-Emmanuelle Bourgault, professeure de droit constitutionnel à l'UMONS. À la préparation de cette émission, Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. À la réalisation sonore, il y avait Guillaume de Smet. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous et surtout n'hésitez pas à partager cette émission autour de vous.